Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui des obligations convertibles, une classe d'actifs un peu à part dont nous parlons avec Benjamin Shapiro, co-responsable de la gestion des convertibles chez UBP Asset Management. Benjamin, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Merci beaucoup d'être avec nous. Les convertibles chez UBP Asset Management, ça existe depuis longtemps. Enfin, c'est une expertise, une spécialité maison depuis plus d'une vingtaine d'années. Ouais, c'est ça fait ça, 25 ans qu'on gère des obligations convertibles au bureau de Paris d'UBP, donc UBP Asset Management France, et on gère un peu plus d'1 milliard d'euros en obligations convertibles. Vous avez donc l'habitude d'expliquer effectivement les caractéristiques de ces actifs un peu à part, ces actifs hybrides que sont les obligations convertibles, qui mélangent à la fois donc le risque opportunité obligataire et le risque opportunité action. Qu'est-ce qu'on peut dire pour rappeler les caractéristiques structurelles de ces produits, Benjamin, et puis indiquer également dans l'ambiance actuelle, dans le contexte de marché qu'on décrit chaque jour, quels peuvent être les intérêts spécifiques de cette classe d'actifs dans ce moment de marché. Oui, alors bon, pour faire simple, une obligation convertible, pour commencer, c'est une obligation comme une obligation classique, qui a une maturité, un certain niveau de coupon, mais en plus de ça, elle a une option de conversion en action. C'est-à-dire que via cette option, si l'action sous-jacente réalise une performance suffisamment élevée pendant la vie de l'obligation convertible, cette obligation va donc pouvoir être convertie et donc on bénéficie du potentiel de l'action sous-jacente au niveau de la performance. Donc on a soit un rendement qui est prédéterminé, soit une partie de la performance de l'action sous-jacente au cours de la vie de la convertible. Ce qui est particulièrement intéressant en ce moment dans la classe d'actifs, c'est que c'est une classe d'actifs qui est intéressante pour les émetteurs car elle permet de payer un coupon un peu plus faible que les obligations classiques. Dans un univers tel que celui dans lequel on vit aujourd'hui, évidemment avec les niveaux de rendement qui ont beaucoup augmenté, on voit beaucoup de sociétés qui s'intéressent de plus en plus à notre classe d'actifs. C'est vrai qu'on s'était habitué il y a 1 an et demi, 2 ans à traverser une période dans laquelle les obligations convertibles, notamment émises par les sociétés de très bonne qualité de crédit avaient des rendements faibles, voire parfois négatifs, ce qui est un peu contre-intuitif. Mais désormais, on a un retour du rendement dans la classe d'actifs et c'est à la fois bon pour les investisseurs, mais c'est aussi intéressant pour les émetteurs, car dans un contexte où les émetteurs regardent les coûts financiers, ils s'intéressent aux obligations convertibles. Et vous observez du coup un élargissement de l'univers d'investissement. Enfin, c'est quelque chose qu'on peut voir apparaître avec de nouveaux émetteurs ou des émetteurs qui n'étaient pas habitués peut-être à émettre ce genre de produits convertibles. En l'occurrence, pour l'entreprise, pour l'émetteur, pour le directeur financier, ça permet de lever de la dette à un coût un peu moins cher qu'une dette classique, si je comprends bien. Voilà, Benjamin. Exactement. En échange d'un potentiel de dilution, ils vont payer moins de coupons. Et donc, ce qu'on observe surtout, c'est une diversification récemment des émetteurs qui viennent sur notre classe d'actifs. On avait depuis quelques années un biais très croissant dans notre classe d'actifs, alors qui est assez historique, mais il s'était plutôt renforcé dans une période où les sociétés de croissance avaient très bien fonctionné. Et donc, ces sociétés bénéficiaient de cours élevés pour émettre des obligations convertibles. Désormais, avec l'apport du coupon plus faible sur notre classe d'actifs, on voit de nouveau des sociétés typiquement industrielles, revenir sur notre classe d'actifs. Un exemple qu'on peut citer, c'est SPI, qui au mois de janvier a émis une obligation convertible. C'était la première fois de son histoire. C'est une société évidemment bien connue, une société qui est active sur le marché des obligations classiques, qui avait un certain nombre d'obligations. Et on a eu l'occasion de parler au directeur financier de SPI dans le cadre de cette émission. Et c'est typiquement une société qui, pour ne pas faire augmenter ses coûts financiers, a préféré émettre une obligation convertible avec un coupon à peu près similaire à celui des obligations classiques existantes qui avaient été mis il y a quelques années, plutôt que d'aller payer un coupon beaucoup plus élevé du fait du changement d'environnement sur le marché des taux. Très intéressant, effectivement, pour les émetteurs et la gestion financière des entreprises, de voir l'intérêt renouvelé ou nouveau d'ailleurs des obligations convertibles. Du point de vue des investisseurs, qu'est-ce qu'on peut dire de l'intérêt des investisseurs et de quel type d'investisseurs aujourd'hui pour ces produits dans le contexte de marché avec quand même des niveaux d'incertitude très élevés un peu partout aujourd'hui? Oui, tout à fait. L'intérêt pour les investisseurs, l'intérêt structurel de cette classe d'actifs, c'est d'avoir un niveau de risque qui est entre celui des obligations et celui des actions. Actuellement, ce qu'on constate, c'est qu'il y a beaucoup de prudence au niveau des investisseurs et donc beaucoup qui ne souhaitent plus ou moins avoir une exposition au marché action. Et c'est vrai que les obligations convertibles permettent de garder une exposition au marché action
tout en réduisant le risque de volatilité, puisque c'est ce qu'on observe sur cette classe d'actifs, sur des tendances de long terme, c'est qu'on a des performances qui sont assez proches au travers d'un cycle de celles des marchés actions, mais tout en ayant une volatilité qui est à peu près divisée par 2. Comment ça se traduit concrètement? Enfin, on en est au stade des déclarations d'intérêt ou d'intention de la part de vos clients investisseurs. On a déjà franchi le pas. En termes de flux, ça se retrouve aujourd'hui dans la collecte qu'on peut avoir sur ces produits-là, Benjamin? Alors, la tendance sur la collecte depuis le début de l'année, elle est plutôt négative. C'est vrai que l'année dernière a été difficile pour la classe d'actifs, comme toutes les classes d'actifs d'ailleurs. On a pâti évidemment des mouvements à la fois sur les actions, sur les taux, sur les spreads de crédit. Et donc, traditionnellement, c'est vrai qu'après une année de performance un peu difficile, sur le début de l'année suivante, on voit les flux orientés en fonction de ses performances. On l'avait vu d'ailleurs il y a 2 ans. 2020 avait été une année historiquement bonne pour la classe d'actifs. Le premier trimestre 2021 avait été un très très bon trimestre de collecte. On a un petit peu l'inverse sur ce début d'année, mais ce qu'on voit récemment, c'est que beaucoup d'investisseurs, et notamment des investisseurs qui connaissent bien la classe d'actifs historiquement, comprennent les opportunités qui sont désormais offertes par la classe d'actifs avec ce changement au niveau du paradigme des rendements et s'y intéressent à nouveau. Et d'ailleurs, avec la reprise du marché primaire, la diversification dont on parlait tout à l'heure, c'est souvent des indicateurs avancés qui sont utilisés par les investisseurs qui connaissent bien cette classe d'actifs pour se repositionner. C'est des discussions qu'on a de manière très proactive récemment. Est-ce que c'est un marché, cet univers des obligations convertibles, ce gisement des obligations convertibles, est-ce que c'est encore un marché essentiellement européen et américain, développé, entre guillemets, ou est-ce que là, on peut aussi commencer à regarder un univers investissable d'obligations convertibles émergentes? Alors, le gisement des obligations convertibles, pour donner un ordre de grandeur, c'est un gisement qui tourne autour à travers les cycles d'une taille qui est autour de 400 milliards de dollars. Donc, c'est pour donner l'ordre de grandeur. On a une grande majorité de ce gisement qui vient des États-Unis, à peu près 250 milliards de dollars. Et les chiffres que je vous donne, ils sont sans compter le marché des obligations chinoises onshore, qui est un marché qui s'est développé ces dernières années. Donc désormais, on a un gisement qui était quasi inexistant il y a 5-6 ans, avec quelques dizaines de convertibles. Et comme souvent dans ce pays, quand les choses démarrent, elles démarrent vite et elles deviennent très grosses. Et donc, aujourd'hui, le marché des convertibles chinoises onshore, il y a environ 500 obligations convertibles. C'est un marché qui a une taille d'à peu près 150 milliards de dollars. Donc, c'est devenu le deuxième plus gros marché dans les obligations convertibles. Donc, il n'est souvent pas compté dans la taille globale que je donnais tout à l'heure. C'est plus gros que l'Europe, là, vous dites. Alors, si c'est le deuxième. C'est 2 fois plus gros que l'Europe. C'est deux fois plus gros que l'Europe. En 5 ans, c'est un marché qui est devenu 2 fois plus gros que l'Europe. Quelques années, et donc il a des similarités avec les autres marchés. C'est surtout des sociétés de taille moyenne, ce qui a été d'ailleurs très favorable ces dernières années, puisque les très grandes sociétés chinoises, celles qui ont été sous le lot de controverses, de pression politique, donc notamment dans l'immobilier, les grandes sociétés de technologie ne sont pas du tout présentes dans ce marché-là. Donc pour donner un chiffre qui parle très bien, on a lancé cette stratégie il y a un peu plus de 2 ans maintenant, et depuis le lancement de la stratégie, on a l'indice d'actions chinoises qui baisse de 13%, et dans le même temps, notre fonds est en hausse de 20%. Donc ça montre à la fois la décorrélation au niveau des sociétés qui composent ce marché, mais aussi les bénéfices des obligations convertibles elles-mêmes. C'était une partie de la discussion qu'on avait juste avant le plateau, mais comment investir en Chine? Alors il y a la rationalité économique, financière, etc. Et puis il y a cette dimension politique, voire géopolitique. Vous dites, là, on a justement un univers d'investissement qui est protégé du risque politique qu'on a vu s'exercer sur les grandes méga caps chinoises, technologiques et autres. On n'est pas non plus dans l'immobilier. Il n'y a pas d'obligations convertibles trop corrélées aux difficultés du marché immobilier chinois. C'est ça, Benjamin? Tout à fait. Ouais. Donc on est plutôt entre les gouttes, entre guillemets, on est sur ce marché-là. On est sur un gisement d'entreprises très exposées aux dynamiques locales. Donc pour ceux qui veulent s'exposer à la croissance locale chinoise et qui ne souhaitent pas le faire via des actions, parce que, et si on parle de volatilité, c'est probablement un des marchés dans le monde sur lesquels on peut constater la plus forte volatilité. Donc les obligations convertibles sont effectivement un bon moyen d'investir sur des sociétés locales avec un risque de volatilité maîtrisé, puisque comme sur les autres marchés, on va constater que les obligations convertibles chinoises vont permettre de limiter la volatilité.
Qu'est-ce qui a déclenché la naissance de ce marché des obligations convertibles chinoises onshore, selon vous, là, il y a quelques années maintenant, Benjamin? Pourquoi c'est parti comme ça il y a quelques années? Alors, un des éléments qu'on mentionne en général quand on nous pose cette question, c'est certainement la disparition du shadow banking. C'est-à-dire que vous vous souvenez de ce grand sujet qui, je suis sûr que vous en avez beaucoup parlé sur ce plateau à une époque, le shadow banking qui était vu comme un risque important sur le crédit en Chine. Voilà, le gouvernement a décidé qu'il fallait arrêter ça. Transparence. Et donc, il a fallu d'autres moyens de financement. Il y en a certainement beaucoup d'autres qui se sont développés depuis, mais les obligations convertibles sont un des marchés qui ont bénéficié du fait que ces sociétés de plus petite taille qui avaient recours à ces shadow banking soient allées chercher d'autres sources de financement. Est-ce que ça, c'est un levier, un vecteur qu'on peut voir se développer dans d'autres pays, dans la sphère émergente, toujours, Benjamin? Est-ce qu'il y a d'autres pays dont on voit peut-être le potentiel de croissance sur le gisement convertible? Écoutez, aujourd'hui, on ne le constate pas dans d'autres pays ou régions du monde. C'est vrai que c'est un marché là, très typique qui s'est développé effectivement très vite. Puis, il y a peu de marchés qui peuvent se développer aussi rapidement et atteindre une taille d'une telle dimension. Mais on va suivre tout ça. Bien sûr, peut-être qu'on aura d'autres choses à raconter. L'avenir nous dira, non, effectivement. Mais pour l'instant, aujourd'hui, on ne constate pas de phénomènes similaires dans d'autres régions du monde. Et vous, c'est cette stratégie que vous avez lancée il y a 2 ans, donc dédiée spécifiquement aux convertibles onshore chinois. Qu'est-ce qu'il faut comme moyen pour traiter ce marché-là? Parce que c'est onshore, c'est-à-dire que on est vraiment sur le marché domestique chinois et pas sur les places ouvertes globales internationales. Tout à fait, donc c'est onshore, les convertibles sont en yuan, c'est très structuré comme marché. Ça traite de manière listée, ce qui est différent des autres marchés de convertibles globaux qui traitent de gré à gré. Donc il y a un certain nombre de spécificités. C'est important d'avoir une présence locale, puisque, pour des raisons très pratiques, les prospectus des obligations convertibles ne sont pas traduits, ils sont en mandarin, et il faut un certain nombre, sans rentrer trop dans le détail, mais de systèmes locaux pour traiter ces obligations convertibles. Donc nous, on a, c'est vrai, depuis 2015, et ça nous a beaucoup aidé à lancer cette stratégie, une présence locale dans l'asset management chez UBP à Shanghai, et donc ça a été évidemment une aide très importante pour lancer cette stratégie qui du coup est gérée à la fois par l'équipe locale à Shanghai, mais qui bénéficie aussi de l'expertise historique qu'UBP a sur les convertibles ici à Paris. Merci beaucoup Benjamin, merci pour cet éclairage sur le marché des convertibles et ce focus sur ce nouveau marché qui existe depuis quelques années mais qui est en train de prendre une taille importante dans l'univers, ce marché des obligations convertibles onshore, domestiques chinoises. Benjamin Shapiro, co-responsable de la gestion obligations convertibles à l'Union bancaire privée Asset Management à Paris. Merci d'avoir été avec nous, l'invité du quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir. Fin de cette émission, on se retrouve demain en direct à 12h30 sur Bismart.